Ouais. Ok, on reprend quelques lignes. Même Dalet Amud Bet. Amar Oula. Metiv Rabbi Eliezer. Mourni Shela. La roue du chariot. Bezman Shehi Nishmetet. Tant qu'on peut détacher la roue, as ein chiboula, c'est pas considéré comme faisant partie intrinsèque du chariot. Ça veut dire que si le chariot devient tamé, ça ne veut pas dire que la roue est tamée. Et vice versa, si la roue est tamée, le chariot n'est pas tamé. C'est deux choses indépendantes. On avait dit que s'il y a un cli de bois qui peut recevoir une quantité, un volume de 40 CA de liquide, alors ce cli, il est insensible à la touma, il ne reçoit pas la touma. Et quand on veut mesurer le volume, on ne prend pas en compte les roues. Je veux dire, dans le temps où elle est prise, où elle ne bouge pas, c'est ça, non? Où est-ce que tu es? Non, Nishmet, non, Nishmet, les chemettes veut dire enlever, retirer. En tant que la roue, on peut la retirer. Alors, elle ne fait pas partie du chariot. On avait dit que s'il y a un ohel sur le mètre, et le ohel en question, c'est du matériel qui ne reçoit pas, c'est quelque chose qui ne reçoit pas la touma, l'OL va intercepter la touma, empêcher la touma de monter. Alors on ne dit pas que la même façon que le chariot, quand il passe au-dessus dans un cimetière, au-dessus d'un kev, alors il va intercepter, on ne dit pas la même chose pour la roue. Ça veut dire que si, disons, il y a sur le chariot, il y a des choses qui sont entassées sur le chariot et qui dépassent le chariot et qui sont maintenant au-dessus de la roue. On ne dit pas que la roue aussi va intercepter. C'est deux choses à part, parce que la roue, c'est un cli, et c'est indépendant au chariot. Mais là, on arrive au truc... Ce qui dépasse du chariot, ça fait partie du chariot, c'est compté dans les 40 CA. Non, si tu as... Ça, c'est le chariot. Maintenant, il y a des choses qui ont tassé dessus et qui peut-être sortent du côté, qui débordent. Maintenant, il y a la roue qui est assez épaisse à côté. On ne dit pas que la roue aussi va servir de mechitza, de ohel, entre le mètre, entre la chose qui est au-dessus. On ne dit pas ça. Parce que la roue, elle n'est pas comme le chariot. Le chariot, peut-être c'est ohel. Mais la roue, ce n'est pas un OL. Ce n'est pas un OL, parce que c'est un cli. C'est un cli. Mais peu importe le volume, la roue, elle est toujours séparée du chariot. Non. D'abord, c'est faux. D'abord, il y a des fois qu'il y a une roue, c'est pas comme un pneu. Aujourd'hui, il y a des voitures, c'est automatique, un pneu. On l'enlève, on le met. Mais il y avait apparemment, il y avait des chariots où les roues, une fois qu'ils étaient mis, voilà, c'est fini, on ne peut plus le retirer. Apparemment, c'est comme ça. Mais si on a une roue qu'on peut, oui, enlever du chariot, il est considéré comme étant indépendant au chariot, de tout point de vue. Alors, on donne les points de vue, on donne dans les scénarios différents où on ne prend pas en compte. On ne va pas attacher la roue au chariot. C'est deux choses à part, c'est deux dossiers à part. Mais peu importe le volume. On a dit que le chariot qui fait de bois, s'il est assez grand pour recevoir à l'intérieur une quantité de 40 CA de liquide, ça, il ne reçoit pas, il est fait de bois, il ne reçoit pas la touma. D'accord. Ok. Maintenant, ce même chariot qui est très grand, s'il passe au-dessus d'un kever, il va agir en tant que ohel. Oui. C'est-à-dire que la touma du kever ne va pas monter parce que le ohel va l'empêcher de monter. Mais les roues, elles vont toucher. Mais les roues, par contre, si les roues passent au-dessus d'un kever, la roue elle-même ne fait pas partie du chariot. La roue, elle, oui, elle est susceptible à recevoir la touma. Si elle est susceptible à recevoir la touma, elle ne peut pas agir en tant que OL. Donc s'il y a au-dessus de la roue quelque chose, on avait dit, qui est dans le chariot, qui déborde le chariot, qui est au-dessus de la roue. Alors toutes les choses qui sont au-dessus de la roue vont recevoir la touma qui monte. La roue va pas être la roue, c'est pas comme le chariot dans ce cas. La roue va pas agir en tant que OL. Jusqu'à quelle hauteur
elle reçoit Ad Shamaï. La Touma, s'il n'y a pas de OL, elle monte indéfiniment. Ah, Shamaï. Infiniment. C'est très haut, infiniment. Ok, alors on continue. Disons, un avion qui passe au-dessus d'un cimetière, il reçoit la Touma. Oui, ben, l'avion, c'est quelque chose qui, normalement, c'est un cli. Ouais. Donc l'avion ne va pas intercepter la Touma. C'est un cli. Mais, normalement, la norme, je vais t'expliquer, la norme, la plupart des cimetières, surtout les cimetières juifs, on a fait ce dont on a parlé l'autre fois, qu'il y a une fosse dans la terre, on étale le corps, et au-dessus on met des balatot, des plaques de béton. Les plaques de béton, ça ne reçoit pas la Touma. Et c'est fait pour justement servir de Ohel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a aucun problème à un Kohen. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème à un Kohen de se promener sur des tombes. Ou bien pas. Parce que justement, les plaques de béton, ils empêchent la Touma de monter. Il n'y a pas de problème. Pourquoi néanmoins c'est interdit? C'est Xéra des Rabbanan. Parce que les Rabbanan ont peur que peut-être pas toutes les tombes on a fait ce qu'il fallait faire. Et peut-être par-ci par-là, il y a un kev où on n'a pas fait l'OL. Donc à cause de la possibilité qu'il y a par-ci par-là un kev où on n'a pas fait un OL, alors ils ont dit interdiction à tout. Dans tout le Beit Pharaoh que les Kohanim vont se promener. En début qui fait comme Midouraït, vraiment, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas besoin de se mettre dans un sac en plastique. Non. Alors, non, justement, tu parles de l'avion. Oui. Alors, justement, les tombes, la Touma d'un Goy, c'est pas ça qui va. Je pense pas que ça. Je pense pas. Ça, c'est l'homme est un méboel. Le corps d'un maître, le cadavre d'un Goy, l'homme est un méboel. Il n'y a pas plus loin que 4 mois. Alors, on a peur de quoi? De cimetières juifs qui se trouvent à l'étranger, que l'avion il survole un cimetière juif qui se trouve à l'étranger. Encore une fois, on peut se baser sur la chazaka, que la plupart. La kibbutz Galouyot, il y a des juifs de partout. Ce que tu dis, il y a des juifs de partout. À l'étranger. À l'étranger, bien sûr. Ok, mais je dis encore une fois, une chazaka. C'est quoi une chazaka? Que la norme, c'est qu'un cimetière juif, quand on va enterrer un juif, on va faire un OL. Donc si un OL, ça veut dire la chazaka est que la tombe ne va pas monter de toute façon. La tombe, enfin, la boîte dans laquelle on met en route ça, Oui. ça fait effet d'un OL, ça ne prend pas la Touma, ça bloque la Touma aussi. D'abord, il y a deux problèmes. Le bois, ça décompose. Après un peu de temps, après un siècle, je ne sais pas, le bois, ça décompose. Donc il n'y a plus d'OL. Il n'y a plus d'OL. Et deuxièmement, je ne sais pas, parce que c'est possible que la tombe elle-même faite de bois, c'est un cli. Ouais, mais... Et peut-être donc il ne va pas intercepter. Pour qu'un OL va intercepter, ça ne va pas être. Encore une fois, le toit d'une maison, c'est pas considéré comme un cli. C'est un édifice, c'est pas un cli. Alors là, le toit d'une maison, c'est OL. Ça intercepte. Mais je ne suis pas sûr, il faut demander au rabbin orthodoxe du quartier, mais le tombeau de bois, peut-être c'est considéré comme un cli. Parce que on le transporte, on l'utilise. Alors, si c'est un cli, c'est Mekebel Touma. C'est Mekebel Touma, ça ne peut pas agir en tant que OL. Oui, mais tout ça, c'est censé être une petite chazara. Pendant la guerre, il y avait des fausses communes où on a enterré des juifs. Ok, là, il y a un problème. Hein? Là, il y a un problème. Ok. בזמן שהיא נשמטת אין טיפולה ואין נמדדת עימה ואין מצלת עימה באוהל המת ואין, non, ça c'est le point où on voulait arriver ואין גוררין אותה בשבת בזמן שיש עליה מעות. C'est écrit qu'on ne peut pas tirer le chariot tant qu'il y a sur la roue de l'argent, parce que s'il y a l'argent qui a été placé sur la roue, ça devient comme un bassis. La roue, c'est un bassis, les devants assaut. Et tu ne peux pas transporter. Et quand tu tires le chariot,
c'est comme si tu es en train d'être aussi tiré la roue. Avec de l'argent dessus. Ok? Maintenant, quand on dit Ein gorerin ota b'Shabbat, bezman sheyesh alea ma'ot, ça a été dit d'une façon générale. Comme ça a été dit d'une façon générale, ça laisse entendre que même si l'argent a été placé sur la roue pendant Ben Hashmashot, même si pendant Ben Hashmashot l'argent a été placé sur la roue, et après, et voilà, et c'est écrit. Et après elle a disparu, on n'a pas le droit d'utiliser, et qu'on le sait, on n'a pas le droit d'utiliser le chariot. Alors justement, attends une seconde, parce que je répète dans les mots de la Gemara, mais c'est précisé, Bezman sheyesh alea ma'ot. Tant qu'il y a de l'argent sur la roue. Donc la déduction est Ha ein alea ma'ot sharia. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'argent sur la roue, l'argent est tombé, l'argent a été pris pendant le Shabbat, oui on peut. Ça laisse entendre que même dans le cas où Ben Hashmashot, l'argent a été placé sur la roue, on dit pas le principe dont on avait parlé auparavant, Migu de Ikatsai le Ben Hashmashot, Ikatsai le Kula Yom. Comme c'était ça avait un statut de Mukse Ben Hashmashot, ça reste Mukse, on ne dit pas ça. Ok? Afalgav de Havu alea Ben Hashmashot. Donc ça va comme ski, ça va comme, on propose que ça va comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, vous vous rappelez la marloquette de base entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda vis-à-vis de Mukse. Mukse pendant Yom Tov. Rabbi Shimon dit la plupart des Mukse, il ne reconnaît pas. Il n'y a pas de Mukse dans la plupart des cas pour Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, oui. Alors, un des trucs que Rabbi Shimon, il n'accepte pas, c'est cette idée de Ben Hashmashot. Il dit, ok, Ben Hashmashot, il y a un problème. Mais si le problème, pendant le Shabbat, a disparu, l'objet en lui-même, il devient permis. Donc, on dit que cette halakha, cette braïta, elle va comme Rabbi Shimon. Elle va comme Rabbi Shimon. De leit lei muksa. Et Rav, qui avait parlé auparavant, qu'est-ce qu'il avait dit Rav? C'est pour ça qu'on avait apporté ça en tant que kushia. Rav, il avait dit, ça vaut la peine juste de regarder la 4e ligne d'en haut de la page. Amar Rav, mitash yichada le ma'ot, eniach alea ma'ot asur le taltala, lo eniach alea ma'ot mutar le taltala. לא ייחדם למאות, יש עליה מאות, אסור לטלטלה, אין עליה מאות, מותר לטלטלה. והוא שלא היו עליה בין השמשות. C'est Rav qui justement dit, mais fais gaffe, s'il y avait de l'argent qui était sur le lit ben hashmashot, c'est foutu. Même si l'argent a été pris dessus le lit pendant le Shabbat, le lit il reste interdit. On ne peut pas transporter le lit parce que ben hashmashot il est un bassis de Davasson. Donc on dit que Rav il va comme Rabbi Yehuda. Donc on est en train de dire la braïta que tu m'apportes en tant que kushia, ça va selon l'opinion de Rabbi Shimon, qui ne prend pas en compte Ben Hashmashot. Tandis que Rav qui a dit que si sur le lit il y avait de l'argent pendant Ben Hashmashot, c'est-à-dire que le lit s'est foutu pendant tout le Shabbat, ça il a comme Rabbi Yehuda, qui oui tient par le problème de Ben Hashmashot. C'est clair? Oui. La Gemara dit, la page suivante, Hachi nami mistabra, et c'est logique de dire ainsi, de Rav que Rabbi Yehuda svirale. De Amar Rav menichin ner al gabei dekel beshabbat, ve'ein menichin ner al gabei dekel beyom tov. Parce que Rav a enseigné qu'on peut oui placer une lampe ou une bougie sur un palmier et le laisser sur la branche du palmier pendant le Shabbat. Mais on ne peut pas le faire, avant le Shabbat. Avant le Shabbat. On peut placer la veille de Shabbat une bougie. Shabbat, tu vas grimper et c'est interdit. Sur un arbre pendant le Shabbat. Mais on peut le laisser sur une branche la veille de Shabbat. Ouais. Mais on ne peut pas la laisser sur une branche la veille de Yom Tov. Alors pourquoi cette distinction? Parce que pendant Yom Tov, la bougie elle-même n'est pas mouxée. Parce que Yom Tov, on sait qu'on peut chauffer. On peut utiliser le feu pour chauffer, au nefesh. Donc on peut transporter la bougie pendant Yom Tov. On ne peut pas transporter la bougie pendant Shabbat. Si on ne peut pas transporter la bougie pendant Shabbat, on n'a pas peur que le type il va grimper sur l'arbre. En grimpant sur l'arbre, il risque de briser une branche. On n'a pas peur. Donc c'est pour ça qu'il fait ces distinctions. Il permet de placer la bougie sur une branche la veille de Shabbat, mais tandis que Yom Tov il interdit. Donc la Gemara elle dit, la 3e ligne d'en haut, si
Si tu dis Bishlam de Rav, que Rabbi Yehuda Svirale, si tu dis que Rav il va comme Rabbi Yehuda, le Kotovel, Ha'ilu de Shane Ben Shabbat le Yom Tov. On comprend qu'il fait la distinction entre Shabbat et Yom Tov. Parce qu'il y a un problème de Mukse. Quel problème de Mukse? Pendant Shabbat, la bougie, pendant Shabbat, elle était allumée. Elle reste, même une fois qu'elle est éteinte, cette bougie sur l'arbre. Mukse, Ben Hashmashot, c'était là, quand il était Ben Hashmashot, Mukse, elle reste Mukse pendant le reste du Shabbat. Donc on comprend que Shabbat, de toute façon, tu ne peux pas transporter la bougie, tu ne risques pas de grimper sur l'arbre. Ça, c'est selon Rabbi Yehuda. Mais, Amrat, si tu dis que Rav, il va comme Rabbi Shimon, qui dit qu'il n'y a pas de Mukse, il n'y a pas de problème de Ben Hashmashot. Amrat, que Rabbi Shimon Svirale, Mali Shabbat ou Mali Yom Tov. Il ne devrait pas y avoir de distinction entre Shabbat et Yom Tov. Ça doit être également interdit, selon Rabbi Shimon, de placer ce nerf sur la branche d'un arbre la veille de Shabbat. Parce que selon Rabbi Shimon, une fois que la bougie est éteinte, il n'y a pas de problème de bouger la bougie si tu as besoin. Il n'y a pas de problème. Donc, s'il n'y a pas de problème, alors c'est comme Yom Tov. Alors ça devrait être également interdit de placer la bougie sur la branche d'un palmier la veille de Shabbat. Comme on voit qu'il dit qu'il y a une distinction, ça veut dire que Rav il va comme Rabbi Yehuda. J'aimerais demander maintenant une question très indiscrète et très intime. Est-ce que vous avez compris? En fait, il y a une couche. Yoel, regarde-moi un petit peu. Ah, comment t'as vu? T'as compris ou c'est un peu flou? Non, la dernière partie, moi, j'avoue que j'ai pas complètement bien je sais pas complètement focus. Pourquoi pas? Malheureusement. Oui, René. Yom Tov. Yom Tov, de toutes les façons, Yom Tov, c'est interdit pour lui parce que s'il veut la faire bouger, il faut qu'il grimpe. Et grimper, c'est interdit. Oui. Tout le temps. Même c'est que même Yom Shabbat, c'est interdit de grimper. Oui, les deux Alors, jours c'est interdit. C'est interdit les deux. Tu as raison, des 2 jours, et c'est également interdit de grimper sur un arbre. Exact. De peur que tu vas casser la branche. Et voilà. Mais la différence, c'est que tu n'as aucun intérêt et aucune motivation ou intérêt de monter cet Le arbre Shabbat. pendant Shabbat. Voilà, Parce que le nerf, la bougie que tu as placée sur la branche, il est mouxé. Donc tu ne peux pas, la transporter. Alors attends une seconde. Comme tu ne peux pas transporter la bougie pendant Shabbat, donc il n'y a aucun intérêt à grimper sur l'arbre. Donc tu peux laisser la bougie sur la branche de cet arbre la veille de Shabbat. On n'a pas peur. Mais Yom Tov, comme tu peux transporter la bougie, Yom Tov. Alors oui, on a peur que tu risques de monter sur l'arbre et de prendre la bougie et la transporter. Okay, après, tu vas prendre une autre bougie et la mettre dans cette lampe. Il y a plein de choses qui sont permises le Yom Tov, et donc l'utilisation de cette lampe, elle s'est permise Yom Tov, et donc tu risques de grimper sur l'arbre. Donc on t'interdit Yom Tov. Il y a 2 interdits pour le Shabbat et un interdit pour Yom J'aime pas les choses compliquées. Ça commence 2 et 1. C'est déjà 2 et 1, ça commence à me compliquer la vie. Mais en bref, la Gemara dit forcément, si je regarde ça, je dois conclure que Rav, qui a donné cet enseignement, il va comme Rabbi Yehuda. Il ne va pas comme Rabbi Shimon. Et je répète une dernière fois parce que s'il allait comme Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas cette idée que si quelque chose est mouxé pendant Ben Hashmashot, ça reste mouxé tout le Shabbat. Il ne dit pas ça. Il dit si la bougie est allumée, la lampe est allumée pendant Ben Hashmashot, tu ne peux pas l'utiliser. Mais une fois qu'elle est éteinte, selon Rabbi Shimon, oui, tu peux l'utiliser. Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, même la veille de Shabbat, ça devrait être interdit aussi de placer une bougie sur la branche de cet arbre. Parce que oui, il y a un risque, même pendant le Shabbat, selon Rabbi Shimon, qu'une fois que la bougie est éteinte, la lampe est éteinte, tu pourrais la transporter, pour une raison ou une autre. Alors si tu la transportes, ou tu peux la transporter, encore une fois, il y a comme Yom Tov un risque que tu vas grimper sur l'arbre. Ça va être également interdit. Si c'est Rabbi Shimon. Mais ici, on voit que non, on voit que Shabbat c'est interdit,
et Yom Tov c'est permis. Ouais, c'est un peu Pardon, pareil à Four, que que- Shabbat c'est permis et Yom Tov c'est interdit. Ça veut dire que Rav, il va comme Rabbi Yehuda. J'ai pas besoin d'une lanterne pendant Shabbat, je vais pas monter dans C'est pas important, pour commence prendre ma pas lanterne. à me casser la tête avec des scénarios que il a besoin de la Mais lanterne c'est pendant. Shabbat Kodesh, qu'est-ce que je vais aller monter sur l'arbre maintenant? Chercher une bougie en plus qui est éteinte, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette lanterne? Attends, demande une question, je vais te donner une S'ils n'ont réponse. pas vu, tu peux mettre des choses dedans. T'as la vinaigrette. Là? La L'huile vinaigrette. pour la vinaigrette. La vinaigrette. Tu veux récupérer l'huile. Ah, T'as oublié la vinaigrette. L'huile n'est pas la Comment en français Ils aiment pas la la vinaigrette, je sais pas. c'est des salades, tout ça, c'est des salades. Ok. C'est de la salade. Ok. Alors, la Gemara dit. C'est un cas où on est plus martyr pour le Yom Tov que pour le Shabbat. Oui, exactement. Oui. C'est étonnant. Oui. Non, c'est pas tellement étonnant. Tu sais que les lois de Mouks sont plus sévères vis-à-vis Yom Tov que Shabbat. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que les gens, ils ont tendance à prendre le Yom Tov plus à la légère. Voilà, Pourquoi? c'est ça. Parce que Yom Tov, les punitions de Yom Tov sont beaucoup moins importantes et sévères que les punitions de Shabbat. Shabbat, si tu profanes le Shabbat, il y a une mise à mort. Ou il y a karet. Il n'y a pas de karet pour une profanation de Yom Tov. Il n'y a pas de mise à mort pour une profanation de Yom Tov. Qu'est-ce qu'il y a? Maximum, il y a des 39 coups. C'est marrant parce que les gens ils ont une perception que Yom Tov, en l'occurrence Yom Kippour, etc., est plus important. Non, Yom Kippour c'est différent. Yom Kippour c'est comme Shabbat. Ça n'a rien à voir. C'est Shabbat. C'est Shabbat, Shabbaton. Ok. Mais ils ont les autres Yom Tov. Sukkot, Ouais, Pesach, vous savez pourquoi, Shavuot. à mon avis, pourquoi ça, on croit que c'est Yom Tov, c'est Plus léger. parce que on peut ce jour-là on peut D'accord, fumer. t'as raison, parce C'est qu'il y a ça, des mais choses qu'on peut faire Yom Tov qu'on ne peut pas faire. Donc, comme il y a une tendance à prendre Yom Tov à la légère, alors on risque de déraper un petit peu. Donc, pour un petit peu balance, pour équilibrer les choses, les Chachamim, par exemple, en ce qui concerne les lois de Mouks, ils ont émirmiru. Ils sont plus sévères, les lois de Mouks, pendant Yom Tov que pendant Shabbat. D'accord. Okay. C'est un exemple où on fait quelquefois un équilibre. Alors maintenant, je reprends la Gemara. Maintenant, la Gemara dit, ok, toi tu dis que Rabbi va comme Rabbi Yehuda, Rav que Rabbi Yehuda svirale. Je trouve la Gemara. Veha, et pourtant, Baomine, on est à la page même, Hey, Amoud Aleph. Baomine, à peu près 7 lignes d'en haut. Baomine, de Rav, Maou le Taltule Shraga de Chanukta Mikamei Chabarei Beshabta. Est-ce qu'on a le droit de l'étaltel, de transporter des bougies de Chanukka dans la présence ou à cause des Chabarei? Chabarei, c'est une nation parmi lesquelles les Juifs vivaient avant longtemps, pendant le Shabbat. Est-ce que, encore une fois, on peut retirer les bougies de Hanouka pendant le Shabbat à cause de ce danger de Chabarei? Regardez le Rashi qui dit Mikam et Chabarei, c'est la ligne du Rashi qui est à côté de la première ligne de la Gemara. Mikam et Chabarei. Même avant de Chanukta, Shraga de Chanukta, Achar Shekava, on parle de transporter les bougies de Hanouka, il faut bien préciser, après qu'ils sont éteintes. Maintenant, est-ce qu'ils sont autorisés, est-ce qu'on est autorisé de les retirer pendant le Shabbat, les remettre à l'intérieur? Rashi, Mekam et Chabarei, Shelo yir'uhu bechatser, pour qu'ils ne vont pas voir la Hanoukia qui a été placée par terre dans la cour. Alors attends, pendant que c'est allumé, ils peuvent voir. Oui. Il faut que toutes ces personnes. Oui, mais. Et après, il ne faut pas qu'ils voient la bougie, la Hanoukia éteinte. Attends, t'as raison ce que tu dis. J'ai un problème là, j'ai un problème. On n'a pas terminé le Rashi. Moi, j'ai un problème parce qu'on n'a pas terminé le Rashi. Rashi, attends, on va voir le Rashi. Allez, on finit. שלא יראו בחצר כדאמרין בפרקין דלאל, דנותנו בטפח הסמוך לרשות הרבים, דידעו שהדליקו בו נר. D'abord parce qu'on sait, on avait appris ça auparavant, que l'emplacement de la Hanoukia, c'est à l'extérieur du seuil de la maison, collé à la maison, qui donne sur la place publique sur Reshut Rabim. Maintenant,
si ça reste là-bas à long terme, ça risque d'être aperçu par les Chabarim. Attends, je veux dire, attends, Vehem Gazrou, attendez une seconde, Vehem Gazrou shelo lahadlik. Et cette nation avait déterminé, avait décrété qu'on n'a pas le droit d'allumer des bougies. Inami Bayom Chagam, ou peut-être on parle justement d'un jour qui se déroule pendant leur fête, parce que pas seulement aujourd'hui, il y a des fois que Hanouka, ça se déroule en même temps que la fête de Noël. Pas seulement aujourd'hui, on voit qu'il y a ça, mais même à l'époque, parce que c'était l'hiver, c'était les Goyim, ils avaient des fêtes aussi. Alors ça risque d'être pendant leur fête. Ve'ein menichin litlok or el bebait shel avodah zara, bebeit avodah zara. Et eux, ils avaient décrété que pendant cette fête, le seul endroit où on peut allumer des bougies, c'est dans les temples d'idolâtrie. Donc si c'était hors la loi, c'était contre la loi de mettre une Hanoukia. Maintenant, à la question de Chaim. Et bon, mais il dit, je ne comprends pas. Tu allumes la Hanoukia quand c'est allumé en dehors, quand ça peut être vu. Une fois que c'est éteint, tu l'as fait entrer, c'est le cas. Et de toute façon, je comprends ce que tu dis, mais c'est possible qu'ils ont allumé ça dans la cour intérieure où vivaient les Juifs. Et on a peur qu'il y ait un policier de cette nation qui se promène un peu plus tard pendant la nuit et qui rentre dans la cour. Maintenant, il ne va pas voir la bougie allumée, elle est déjà éteinte, mais il risque de voir les bougies, les lampes qui ont été mises dehors et de déduire que quelqu'un avait placé une lampe et allumé une lampe. Quoi que ce soit, Zemacheyesh. Non, mais ils interdisaient qu'on allume la bougie à minuit. À minuit, c'est pas écrit. À minuit. Non, mais c'est. Ils allumaient, ils éteignaient. Ils étaient de la maison, ils allumaient, mais ils éteignaient après. Il fallait. Alors, on n'a pas le droit d'éteindre, mais il y a une autre possibilité. Il y a une autre possibilité qu'on avait vu auparavant, que le temps minime, normalement pour eux, c'est disons une demi-heure. Mishkiat achamad shetichle regel minashuk. Alors, il mettait une petite quantité d'huile. Cette bougie, elle va être restée allumée maximum une demi-heure. Non, mais pas le Shabbat. La veille de Shabbat, ça dure une demi-heure après. Alors, il mettait ça 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure d'huile, mais il mettait une petite quantité. Et ça est resté allumé un petit peu au début de la nuit de Shabbat, après tout de suite c'était éteint. Et maintenant, on a demandé à Rav, est-ce qu'on a le droit maintenant de prendre la Hanoukia et de la mettre quelque part d'autre. Maintenant, la Hanoukia, elle était allumée ben hashmashot. Et on vient de dire que Rav, il va comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il dit ben hashmashot, c'est foutu. Si c'était moks ben hashmashot, ça reste interdit pendant tout le Shabbat. Alors comment Rav, qui dit s'il va comme Rabbi Yehuda, comment il a permis à transporter le Shabbat, les Hanoukiot. Alors on va voir dans la Gemara. Là, il y a un danger, il y a une sakana, c'est autre chose. Chaim, tu es en forme ce matin. Mais si c'est un danger, on peut allumer à la maison. Hein? S'il y a un danger, on peut allumer à l'intérieur de la maison. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Alors la Gemara dit, il leur a répondu, Shapir Damé. Il a dit que ça va, c'est ok, pas de problème. C'est une kushia. S'il va comme Rabbi Yehuda, comment il a autorisé? La réponse est Shatatrak Shaine. Quand un moment de danger, c'est différent. Quand il y a un moment de danger, c'est différent. Amar les Rav Kahane verav Ashi les Rav Hachi Hilchet. Ça c'est la lacha. Amar le Kadaihu Rabbi Shimon Ismoch Alav Beshatatrak. Oui, on peut se baser sur l'opinion de Rabbi Shimon. Quand il y a Shatatrak, quand il y a un danger, alors on peut faire comme Rabbi Shimon, en dépit du fait que c'était problématique et Moks ben Hashmashot, néanmoins une fois que c'est plus allumé, en dépit du fait que c'est allumé ben Hashmashot, tu peux, à cause de Shatatrak. Oui. Si j'ai bien compris, les Juifs en général, ils allumaient pendant que les autres, ils étaient dans leur temple, ils allumaient leur bougie. Pas forcément, c'est pas systématique, mais ici disons, comme je dis, il y avait des fois que interlapping, comment interlapping? Que la fête de Hanouka, ça se déroulait en même temps que la fête des Goïm parmi lesquels ils habitaient. Comme on a vu récemment, le premier jour de Hanouka, c'était aussi le jour de la fête des... Oh, mais eux, ils avaient l'habitude d'allumer dans leur temple.
Et nous, c'est ça la différence. Et non, mais Entre c'était autres. interdit Mais d'allumer à justement, l'extérieur. nous, D'allumer à chez l'intérieur. nous, C'est on pour ça qu'on est on Je veux pas que était, ce soit fait. on était Ok. Ouais, On- mais on eux, ils continue. allumaient à l'intérieur de la Avec porte. votre aimable autorisation. interdit d'allumer à l'extérieur. J'ai une question. Oui, vas-y. Il faut définir ce que c'est Shatatrak. Parce que qu'est-ce qui risque? On dit souvent Pikuach Nefesh, etc. Est-ce que les Juifs qui allumaient à l'extérieur, ils étaient condamnés à mort ou bien Non. ils étaient mis en prison pendant un jour? Et s'ils sont mis en prison pendant un jour, est-ce que c'est vraiment Shatatrak? Je pense que non, c'est pas Shatatrak, c'est parce que comme tu Ou dis, une amende, ou si on non, leur donne une amende? c'est une bonne précision. Que c'est évidemment c'est pas Pikuach Nefesh. Parce que si c'est Pikuach Nefesh, Pas de question. on s'en fout de Mukse Ben Hashmashot. Voilà. Le Mukse Ben Hashmashot, c'est des rabbanan. Donc Pikuach Nefesh, il peut transgresser même les mitzvot midoraita. Donc c'est pas Pikuach Nefesh. C'est pas qu'on va un juif qui a allumé, on va le tuer. Mais comme tu dis, peut-être on le met en prison pas un jour, peut-être on lui tape et on va lui taper une amende considérable. Shatatrak est un danger. Ba mine Reish Lakish me Rabbi Yochanan. Alors Reish Lakish demande à Rabbi Yochanan la question suivante. Chitim shezra'an bekarka, vebeitzim shetachat tarnegolet. Mahu. Quelqu'un qui place des grains sous la terre, Du grain de blé. des grains de blé, ou qui place un œuf sous la poule pour faire en sorte que la poule reste dessus pour la couver. Quel est le statut de cet œuf ou de ces grains selon Rabbi Shimon? Mao, qui les Rabbi Shimon Mukse? Quand Rabbi Shimon dit il ne reconnaît pas Mukse, c'est seulement Heicha de l'Odachya Beyadaim. Seulement dans un cas où le type n'a pas repoussé l'objet lui-même d'utilisation. Il n'a pas repoussé l'objet. Il n'a pas dit, bon, ça, je ne vais pas utiliser, je repousse. L'exemple classique de repousser un objet, ça s'appelle Gros Garot Vetsimukim. C'est quoi Gros Garot Vetsimukim? C'est des figues ou des raisins qu'on a étalés au soleil pour sécher. Quelqu'un qui fait ça, c'est comme s'il les repousse activement. Il dit, bon, je me disconnecte de ça parce que qu'est-ce qui se passe pendant qu'ils sont en train de sécher au soleil? C'est pourri. Ils deviennent immangeables. À l'état cru, aussi bien les figues que les raisins, on peut les manger. Une fois qu'ils sont secs, à fond, on peut les manger. Mais pendant qu'ils sont en train de sécher, ils deviennent immangeables. Donc, quand il les attale, il se disconnecte. Il dit, bon, je me disconnecte mentalement, je ne vais pas les utiliser. Ce genre de mousse, Rabbi Shimon, il l'accepte. Une chose que toi, activement, te dis, je repousse ça et je décide, je me disconnecte, il accepte. Est-ce que c'est le même cas ici avec l'œuf qu'il a mis sous la poule avant le Shabbat, ou les grains qu'il a mis sous la terre? Est-ce que c'est comme Gros Garot Vetsimukim? Dachye biyadayim. Heiche de lo dachye biyadayim, heiche de dachye biyadayim, itle muksa, odel moloshna. Peut-être non. Peut-être il n'y a pas de différence. Maintenant la réponse est Ein mukse le Rabbi Shimon, ela shemen shebener beshash udolek. Le seul mukse, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant pour Rabbi Shimon, c'est le mukse qu'on retrouve au moment qu'une bougie est allumée, en ce qui concerne l'huile, vehuksa le mitzvato, huksa le isuro. C'est écrit ho'il vehuksa le mitzvato, comme il devient muksa à cause de la mitzvah. C'est quoi la cause de la mitzvah? L'huile a été dédiée à la mitzvah de Hadlakat Ner Shabbat. Donc, tant que la mitzvah continue, ça s'appelle Mukse Mechamat Mitzvah. On ne peut pas l'utiliser, ça fait partie de la mitzvah. À part ça, Huksa le Isuro, Ve-Huksa, il faut mettre un vav ici, je pense, dans la Gemara. Il faut dire Ve-Huksa. Il faut introduire un vav. Ho'il Ve-Huksa le Mitzvah, Ve-Huksa le Isuro. Il n'est pas là dans le texte. Ah, tu l'as dans le chant. Ve-Huksa le Isuro. En plus, il est muksa à cause d'une interdiction. Quelle interdiction? Pendant qu'il est en train de brûler la bougie, si tu prends l'huile, c'est comme si tu es en train de faire les chabot. C'est comme si tu es en train d'éteindre. Donc il y a deux éléments qui sont en jeu ici.
un élément, c'est que l'huile est dédiée à la mitzvah, Mukse Mechamat Mitzvah. Et deuxième élément, en plus, Mukse Mechamat Issour, que si en prenant l'huile, tu vas éteindre. Donc là, ça, apparemment, c'est le seul Mukse que Rabbi Shimon accepte. L'Agma s'étonne. Est-ce que pour Rabbi Shimon, ce n'est pas suffisant d'avoir seulement un Mukse à cause de la mitzvah? Ça veut dire, est-ce qu'on a besoin des deux éléments? Mukse Mechamat Mitzvah et en plus, Mukse Mechamat Issour. Est-ce que pour Rabbi Shimon, seulement Mukse Mechamat Mitzvah, ce ne serait pas suffisant? Oui. Ça, c'est la question. Est-ce que tu as compris la question? Non, je n'ai pas. Très bien. Mais écoute, Yoann, écoute, je t'en prie. Non, vraiment, J'ai besoin d'être concentré. non, ok, mais d'abord, sois concentré. Un. Et deux, le moment qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, arrête, demande, et comme ça, demande. Et ça c'est pour tout le monde. Chaim, il sait ça. Le moment qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il m'attaque. L'attaque pas. Il m'agresse. Oh. Ok. Qu'est-ce qu'on gagne en posant la question, le problème comme ça, s'il y a un ou deux interdictions pour Rabbi Shimon? Vous savez quoi, cette Bar Mine, je commence une sougia. J'ai une très belle histoire à vous raconter, mais ça va prendre 7-8 minutes, mais très vite, parce que comme ça, René, tu vas louper l'histoire, c'est pas important, une autre fois. Ça sera enregistré. Mais l'histoire, c'est comme ça, que Rabbi, vous savez que il y avait au temps du Hari, il y avait un des talmidim du Hari, quelqu'un qui s'appelait Rav Shimon Elbaz. Rav Shimon Elbaz, C'est de ma famille. et il était un grand Mekoubal, et on lui a demandé d'aller faire la quête et prendre de l'argent de Constantinople. Aujourd'hui, c'est Istanbul, en Turquie. Il y a une grande communauté riche, une Constantinople. On lui demandait. Alors il était à Tzfat, mais de toute façon, il allait à Yafo. Yafo, c'était un grand port. Il allait au bateau qui était sur presque il a demandé de monter sur le bateau. Et on lui dit, tu peux pas, parce qu'il n'y a pas de place. Tout est rempli, il n'y a pas de place. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est retiré de Yafo, il s'est éloigné de Yafo un petit peu, et il a étalé son tapis par terre. Il s'est assis sur le tapis. Il a dit un des noms de Akadosh Baruch Hu, et le tapis est monté dans le ciel. Et lui, il est assis sur le tapis. Voilà, le Havil. Maintenant, il est allé vers la mer et il a suivi le bateau qu'il voulait prendre. Pourquoi il a suivi le bateau? Parce qu'il ne savait pas, lui, comment arriver à Constantinople. Alors, il a suivi le bateau. Et justement, pendant la croisière, il y avait quelqu'un dans le bateau qui a vu le type qui suit sur le tapis dans le ciel. Il a appelé le capitaine. Et le capitaine veut lui voir. Il a reconnu, ça c'est le juif qui voulait monter dans le bateau. Et je lui ai dit, il a fait un signe que c'est pas n'importe qui ce type. Il est spécial, alors il a fait un signe en sorte qu'il pouvait rentrer dans le bateau. Il n'a pas accepté. Finalement, le bateau, après 2-3 jours, arrive à Constantinople. Et lui, il s'est égaré un petit peu, encore une fois, éloigné un petit peu de la ville pour être discret. Et il a atterri, il a pris le tapis. Mais il voulait être discret. Mais il est rentré dans la ville et déjà la rumeur s'est répandue. Et quand il est rentré déjà, il y avait des gens qui sont venus, plein de gens sont venus, qui ont demandé des brachot, qui ont demandé des choses, et voilà. Et depuis ce jour, on l'a appelé Abu Khatsera. Abu Khatsera, c'est le père du tapis. Le père du tapis. Ça, c'est le premier Abu Khatsera. Maintenant, il y a eu un petit-fils plus tard qui s'appelle Rabbi Yaakov Abu Khatsera. Rabbi Yaakov Abu Khatsera, il était connu comme un Baal Moftim. Il faisait des miracles incroyables à droite à gauche. C'était vraiment un grand tzaddik. Il était très connu, un petit peu comme le Baal Shem Tov avec les Ashkenazim. Il avait ce genre de statut avec les Sfaradim. Et quand il était vieux déjà, il a décidé qu'il veut aller en Israël. Il était de Maroc. Il était du Maroc.
Et il allait vers Israël, il a traversé l'Égypte. Et il a traversé l'Égypte, il arrivait à Damanoura. Damanoura, c'est une petite ville. Il était de passage dans cette petite ville, et subitement il est devenu malade. Il est mort. Il est mort et il a été enterré dans Damanoura. Maintenant, à cette époque, le Beit Din a été convoqué parce que les Juifs du Maroc ont dit, c'est un Marocain, le Bouhatser. Et encore à Bouhatser, il vient du Maroc. Ça a presque toute sa vie au Maroc. Il doit être enterré chez nous au Maroc. Et ils étaient conscients du fait que le sadique a enterré sa porte. Et il y avait une dispute, parce qu'avec d'autres gens, on dit, oui, tout de même, on a enterré ici, en Égypte, mais le Beit Din a décidé qu'il faut l'enterrer au Maroc. Il faut l'enterrer au Maroc. Et donc, le reste, la continuation de cette histoire, peut-être, ça va être demain. Non, mais il est toujours en Égypte. Oui, alors donc, pour savoir pourquoi il est toujours en Égypte, il faut venir demain. Same time, same place. Même endroit, même heure. Venez, donc on continue l'histoire demain.